Pipelette. Salut, tu écoutes Les Pipelettes, un podcast pensé par l'association Jeune et Rose. Moi, c'est Sandra. Moi, c'est Laetitia. On a toutes les deux été touchées par un cancer du sein Et on est les voix des Pipelettes. Tour à tour, aux côtés de femmes touchées par la maladie, on va aborder entre nous et sans tabou tout ce qui nous a chamboulés, questionnés dans nos parcours. Bonne écoute. Pipelette. Coucou, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Pipelettes. Je me présente, je suis Laetitia, j'ai eu un cancer du sein à 27 et à 35 ans. On commence cette deuxième saison en beauté avec une thématique qui nous tenait à cœur, celle de la grossesse après un cancer. Souvent, le cancer vient chambouler un ou des projets bébés. Parfois, il le stoppe et parfois, soit avec une petite aide médicale, soit naturellement, le projet reprend vie. C'est le cas de Mélissa, maman d'une petite Alma et enceinte de 8 mois, et de Pascaline, maman d'Achille et de César. Salut les filles. Salut. Est-ce que vous pouvez très brièvement nous raconter un peu votre diagnostic et vous présenter ? Donc c'est Mélissa. Mon diagnostic, donc il y a 4 ans, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein triple négatif sur le sein gauche. Donc là, le ciel me tombe sur la tête. On avait un projet bébé à venir et voilà, donc tout est venu perturber nos plans. On a commencé par une chimiothérapie de manière très intense et rapide. Ensuite est venue la tumérectomie et ensuite la radiothérapie pour venir assainir tout ça. Voilà, et maintenant, 4 ans après, je suis heureuse d'être en rémission et heureuse d'être là et d'être la maman bientôt d'un deuxième enfant. Et ben, moi, c'est Pascaline et un peu pareil. C'est vrai que on en était au projet bébé quand j'ai découvert cette petite boule dans mon sein en décembre 2016. On s'était mariés l'année d'avant et c'était effectivement aussi le projet d'après. C'était le projet bébé. Donc, c'est venu aussi un peu beaucoup contrecarrer notre projet, cette petite boule dans mon sein gauche. Et est-ce que tu dis que vous aviez ce projet-là ? Est-ce que vous avez toujours voulu des enfants ? Est-ce que tu as toujours voulu des enfants ? Oui, moi j'ai toujours voulu des enfants. Après, j'étais pas prête avant 30 ans et surtout, moi je voulais me marier, je voulais faire dans l'ordre, entre guillemets. Et je savais que si on avait un enfant avant le mariage, mon mari me carotterait le mariage. Bah ouais, d'accord. Donc j'avais dit non, d'abord on se marie et après on verra. Donc voilà, on s'était mariés en 2015, donc 2016, j'avais arrêté la pilule et on attendait ce petit bébé. J'ai espéré chaque mois, avant que mes règles rappliquent, que je sois ce bébé allait arriver. Et toi, tu as toujours voulu des enfants également ? Alors pas avant 30 ans. J'avais d'autres projets avant de voyage et surtout, je voulais finir un projet de rallye féminin qu'on a fait fin 2019. Et le cancer est arrivé 2 mois après. Donc c'est pour ça que... voilà, c'était après le rallye, le projet bébé. T'as fait quel rallye ? Le rallye Cap Féminin Aventure, c'est organisé par Mayanga, le rallye des gazelles en fait. Non, parce qu'en fait, fin 2019, j'ai fait le trophée Rose des Sables. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ça se trouve, on a fait le même sans le savoir. Mais non, c'est pas le même. Alors on s'est croisés sur la route parce que quand on revenait, nous, du Cap Féminin, il y a le Rose des Sables qui partait au même moment. D'accord. C'est énorme. Bon, vous vous êtes déjà croisés. C'est ça. Ben voilà. Et du coup, comment ça s'est passé ? Est-ce que tu peux nous dire, quand tu as appris le diagnostic alors que tu avais le projet de bébé, comment tu l'as vécu ? Alors je m'y attendais pas en fait. Comme toi, Pascaline, j'ai découvert une petite boule dans mon sein la veille d'un oral de concours que je passais. Donc j'étais même pas chez moi, j'étais à Toulouse dans un hôtel. Je me douche et là je sens une petite boulette. Et là le résultat de la biopsie 15 jours après a été sans appel. Et est-ce que du coup là tu pensais à ton projet bébé pendant tout ce temps-là ? Tu te disais c'est fini ou ça va être pour plus tard alors que c'était pour maintenant ? Alors, cette semaine-là a été très, très, très intense entre l'annonce, tous les allers-retours à l'hôpital pour tous les examens avant la chimio, et il y avait cette question, effectivement, de la maternité. Donc, on m'a proposé de faire une préservation de la fertilité, des ovocytes. Et en fait, l'hôpital m'a rappelé, m'a dit c'est pas possible, c'est trop risqué parce qu'il faut commencer la chimiothérapie le plus rapidement possible. C'était une tumeur très agressive.
Donc, c'était trop risqué. Pas eu le temps. Et alors là, pour moi, ça a été une deuxième annonce, mais presque aussi difficile, voire plus que l'annonce du cancer du sein, parce que ça a tout remis en question dans ma vie. Voilà, mon mari, lui, je sais, voulait des enfants. Il était plus près que moi même. Et vraiment, ça a été difficile en fait qu'on m'enlève ce choix en fait. Et cette annonce a été terrible. Vraiment, je me suis écroulée, j'ai pleuré. Et voilà. Et après, j'ai eu Mélanie au téléphone de Générose qui nous a mis en contact avec une certaine Aurélie que j'embrasse très fort. C'est mon mari qui l'a eu au téléphone. Moi, je n'avais ni la force ni le courage à cet instant-là parce qu'en fait, elle a eu les mots qu'il me fallait, qui ont résonné en moi tout au long du traitement. C'est-à-dire que oui, c'est possible d'avoir un enfant après une chimiothérapie et après tout un traitement pour le cancer du sein. Parce que voilà, elle a eu cette chance-là. Et du coup, pendant tout mon traitement, je me disais dans ma tête, mais en fait, ça peut être encore possible. Ça peut être encore possible et ça peut être encore possible. Même si les médecins n'étaient pas du même avis, en fait, vraiment. D'accord. Ouais, toi, tu gardais ça en tête, ça te motivait Ça me motivait, ouais, complètement. Ça me motivait et les médecins, eux, étaient beaucoup plus pessimistes, en fait. Voilà, puisque j'avais pas assez de réserve ovocitaire, je crois que c'est ovarienne. Ovarienne, ouais. Voilà, c'est mieux. Pas assez de réserve ovarienne et voilà, donc au bonheur la chance, quoi. Et puis finalement, 2 ans après la fin des traitements, le docteur a donné son feu vert pour essayer de concevoir un enfant et je suis tombée enceinte aussitôt. Naturellement. Ok, on y reviendra juste après. Et toi, Pascaline, donc du coup, tu disais, tu t'étais mariée, du coup, tu avais le projet bébé, tu attendais de ne plus avoir tes règles et d'avoir une bonne nouvelle. Du coup, comment tu l'as vécu ? Alors, moi, dès que j'ai touché cette petite boule dans la douche, j'étais persuadée que c'était un cancer du sein et du coup, j'ai pleuré tout l'après-midi, c'était un samedi. Alors, du coup, j'ai dû attendre le lundi. Tu savais pas ce qu'il y en avait dans ta famille ou même pas ? C'est juste que tu avais cette intuition ? C'est une intuition parce qu'effectivement, ma famille, elle est très grande. Ma maman, elle a 8 frères et sœurs, donc j'ai 25 cousins et cousines, etc. Et j'ai juste une tante qui a été touchée par un cancer du sein. Et à l'âge, dans le cadre du dépistage organisé, donc à plus de 50 ans. Donc non, je n'avais jamais imaginé avoir ça avant, mais à partir du moment où je l'ai senti, j'étais persuadée que c'était ça. D'accord. Donc je pense que oui, c'est une intuition qui arrive d'un coup. Et du coup, moi, c'était en décembre, donc le temps que je prenne rendez-vous avec ma gynéco, qu'on passe les phrases « vous êtes trop jeune, vous inquiétez pas, ça doit pas être grave », que j'ai eu à chaque fois. Et moi, comme j'étais persuadée que c'était ça, je me disais « oui, poser le diagnostic et on en reparlera après. Moi, je suis sûre que c'est ça. Et lors de cette annonce, comme je savais que j'allais avoir... je savais ce qu'elle allait me dire. Derrière, elle m'a expliqué que j'allais avoir le petit package complet, tumorectomie et puis éventuellement mastectomie. Derrière, de la chimio, de protocole, radiothérapie, hormonothérapie, puisque c'est un cancer du sein hormonale. Et ensuite, derrière, par contre, elle m'a parlé de préservation de la fertilité, de la pose d'un stérilet pendant mes traitements. Et moi, là, c'est à ce moment-là où je me dis mais en fait, j'ai pas du tout imaginé que j'allais pas avoir un bébé cette année, en fait. Eh oui. Bon, le cerveau, en fait, je crois qu'il choisit ce qu'il a envie de... Et du coup, effectivement, je savais que j'avais un cancer du sein, mais en fait, j'avais pas du tout tilté que j'aurais pas de bébé dans l'année, quoi. Et donc là, c'est vraiment là où ça a été... le choc, et je me suis mise à pleurer finalement parce que c'était ce sujet-là qui était dur pour moi à ce moment-là, quoi. Et moi, j'ai pu faire une préservation de la fertilité pour le coup, même si c'était hormonal. Ils m'ont dit bon, ok, on vous laisse une fois. Comme il y avait un shoot d'hormones, c'est une fois et après une ponction et rien d'autre, quoi. Vraiment, derrière, on enchaîne la chimio parce que pareil, c'était invasif, rapide. Donc voilà, j'avais le droit à une fois et ensuite derrière direct la chimio. Et l'opération avant, du coup. L'opération avant. Ouais. Et du coup, comment toi tu l'as vécu ? Est-ce que du coup c'est comme Mélissa, tu avais objectif bébé à la fin des traitements ou est-ce que tu n'étais pas du tout là-dedans ? Alors au début, dès le soir même de l'annonce,
J'ai été voir comment on faisait pour adopter un enfant. D'accord. J'ai été voir les tatouages après reconstruction. Dès le soir même, en fait, j'ai été voir tout ça, moi. Est-ce que toi aussi, parce que j'ai vu que tu souriais quand elle était en train de dire ça. Ouais, sur l'adoption, effectivement, on s'est projeté aussi D'accord. sur l'adoption. Ouais. En fait, on se raccroche à des choses de l'après. Où on se dit, tiens, en fait, il y a l'adoption. Je me suis renseignée sur le parcours de PMA parce que c'est pareil. En fait, moi, je découvre le parcours cancer, mais je découvre aussi le parcours PMA en même temps. C'est-à-dire que moi, je savais même pas ce que ça voulait dire PMA en fait. Donc, il y a un moment donné, en fait, j'apprends un nombre de mots incalculable entre tous les traitements cancer et tout le process PMA qui est, enfin voilà, c'est un tourbillon. J'arrive un peu en prioritaire parce qu'en fait, personne en parcours PMA n'arrive en 15 jours dans un centre et a des rendez-vous pour tout. Et par contre, un dossier minuscule comme ça, j'ai l'impression vraiment d'être une VIP et limite, je me sens pas à ma place parce que j'ai des filles qui ont attendu des années et qui ont des dossiers gros comme ça. Donc, c'est un peu spécial parce que je me dis, en fait, c'est peut-être grave ce que j'ai en fait pour passer en priorité. Parce qu'au final, moi, l'échelle de gravité d'un cancer du sein, à chaque fois que je dis j'ai un cancer, et puis c'est du sein, ça va. Ouais, ça donc soigne là, d'un bien. coup, voilà, c'est ça. C'est la phrase. Donc je me dis, pourtant, j'ai pas un cancer si grave, visiblement aux yeux des gens. Donc pourquoi là, d'un coup, je suis prioritaire en PMA Ouais, puis ça met un petit coup de pression sur le côté être maman, puisque là, vraiment, tout s'enchaîne effectivement avec la préservation de la fertilité ou pas. Mais en tout cas, ça pose plein de questions. Et du coup, quand tu es arrivée à la fin des traitements, parce que du coup, tu n'as pas eu d'hormonothérapie. Oui. Voilà, donc qu'est-ce qu'ils t'ont proposé ? Est-ce qu'ils t'ont proposé de suite de refaire une stimulation, par exemple, pour avoir des embryons, Pas du tout, rien du tout. Juste à la fin de la radiothérapie, donc c'est des contrôles tous les 6 mois. Il fallait au moins attendre 2 ans après la fin de tous les... de tout le protocole de guérison, des soins. Et voilà, et au cours du rendez-vous, l'oncologue nous a donné son feu vert puisque le terrain était favorable, tout allait bien. Elle était favorable pour faire un essai bébé, naturel, en fait, naturellement. Il n'y a vraiment rien eu, ni de stimulation ovarienne, rien. On voyait ce que la nature voulait faire de mon corps à ce moment-là. Et puis voilà, moi après, alors c'est assez rigolo parce que c'est un super moment et merci la vie parce qu'on s'est mariés quelques mois avant avec mon mari. On partait en lune de miel à Bali. Et en fait, avant de partir, je sais pas, je sentais un petit truc. Je sais pas, je me suis dit, tiens, je vais faire un test de grossesse. Test de grossesse négatif. Tu sentais que tu avais des petits trucs qui n'étaient pas comme d'habitude ? Il y a un truc, c'est ça. Et j'ai fait un test de grossesse avant de partir qui était négatif. J'en ai même pas parlé à mon mari, je l'ai fait comme ça avant de partir, histoire d'être sûre. Bon, négatif, c'est pas pour maintenant, quoi. Et en fait, une fois là-bas, je me sentais vraiment quand même de plus en plus bizarre. Je pleurais pour un rien. C'était pas moi, quoi. Et en fait, à un moment donné, mon mari me dit mais qu'est-ce qui t'arrive ? Et je lui ai dit spontanément, mais tu sais ce qui m'arrive ? Je crois que je suis enceinte. Et là, il était scotché, mais non. Et effectivement, j'ai fait le test de grossesse qui s'est révélé aussitôt positif. Et ça a rendu ce moment de vie encore plus magique, quoi, vraiment. Bah oui, belle destination pour apprendre une super nouvelle comme ça. Voilà, c'est ça. Et toi, du coup, Pascaline, à la fin des traitements, comment ça s'est passé ? Donc, après ta chimiothérapie, donc tu avais eu ton opération, chimiothérapie, radiothérapie ? Alors j'avais eu les 2 opérations. Enfin du coup j'ai eu tumo et comme on est sur les marges, il y avait encore, du coup ils m'ont fait une mastectomie. D'accord. Donc là après je fais la préservation de la fertilité où du coup on a 2 petits embryons qui sont congelés. On avait le choix entre les ovocytes ou les embryons. Et moi, j'ai fait le pari que mon mari reste pendant la maladie. Pour expliquer sinon, un peu, en fait, l'ovocyte, donc c'est que notre ovule, enfin notre œuf, on va dire. C'est ça. Alors que l'embryon, c'est déjà fécondé avec le sperme de notre conjoint. Mais il nous a expliqué qu'il y avait plus de chances quand c'était un embryon. Tout à fait. Donc voilà, j'ai fait le pari qu'il reste. Parce qu'effectivement, s'il s'en allait, par contre, j'avais plus rien, quoi. J'aurais pas pu utiliser, évidemment. Les 2 embryons, Oui, c'est logique.
Donc on a fait ce pari-là. On a eu 2 petits embryons. Donc nous, on s'est vraiment raccroché à eux, du coup. D'accord. Parce qu'on se dit, c'est bon. C'est nos bébés, quoi. C'est nos bébés. On avait donné des prénoms. Enfin voilà. Bon, bref, c'est déjà partie de notre vie, quoi. Donc après, j'ai enchaîné chimio, radiothérapie. Donc tout ça, c'est sur l'année 2017. Et ensuite, début 2018, j'ai dû prendre l'hormonothérapie, comme c'était un cancer du sein hormonal. Il m'avait dit entre 5 à 10 ans. D'accord. En fonction des études, parce que c'était en 2018, donc il y avait encore des études qui étaient faites sur les jeunes patientes, tout en me disant qu'au bout de 2 ans, mon dossier pourrait être discuté pour une fenêtre thérapeutique. Donc moi, j'ai gardé 2 ans en tête. Je me suis dit, tiens, déjà 2 ans avec l'hormono, parce que c'est, mine de rien, c'est un sacré traitement. Moi, j'ai eu celui pour femmes ménopausées, donc j'ai été placée en ménopause artificielle. Oui. T'avais quoi, une piqûre de décapeptile Exactement. Alors la première, là, rebelote, j'ai pleuré comme une madeleine. Elle n'est pas très sympathique, celle-ci. Puis psychologiquement, encore une fois, on me place en ménopause artificielle. Donc l'infirmière, au début, elle comprenait pas parce qu'elle n'a pas l'habitude que ce soit dans ce contexte-là. Donc là, elle s'en souviendra toute sa vie. Elle en a encore reparlé récemment, la pauvre. Mais bon, voilà, c'est vrai que psychologiquement, c'était de nouveau la ménopause. Donc pendant 2 ans. Et moi, en mars 2020... Toc, toc, toc. On avait parlé de 2 ans de fenêtre thérapeutique. Ça fait 2 ans. Elle me dit oui, j'ai pas oublié. On va passer votre dossier en RCP. Enfin, donc la fameuse réunion avec oncologue et tout ça. Et après avoir passé TAPSCAN, tous les examens validant le fait que je n'ai toujours pas de récidive, j'ai eu un OK pour arrêter mon traitement temporairement. D'accord. Pour projet de grossesse. Donc voilà, après il a fallu du temps pour que mon corps se remette en marche, que mon endomètre soit prêt à accueillir potentiellement des embryons. Moi, on m'a pas laissé le temps parce que moi on me disait il faut reprendre l'hormonothérapie derrière. Donc il faut y aller, quoi. Faut y aller, quoi. On va attendre que votre corps ait bien éjecté toute l'hormono, que votre endomètre soit prêt à accueillir les embryons. Et en gros, ça a été de mars à septembre. D'accord. Et en septembre, mon corps était prêt pour recevoir les petits embryons. Donc, il y avait une date qui était convenue pour le transfert. Et du coup, comment ça s'est passé, ton transfert ? Et le transfert, du coup, on m'a appelé le matin à une demi-heure qu'on parte pour me dire vous deviez venir, mais malheureusement, vos embryons n'ont pas survécu à la décongélation. Tu vois, j'ai encore la chair de poule parce que ce jour-là, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Et là, en fait, on est hébété parce qu'on est prêt à partir. Et puis, en fait, derrière, il se passe quoi, en fait parce que du coup, on n'a plus d'embryons. J'ai eu des examens qui montrent que j'ai plus de réserve ovocyte. Voilà, donc j'ai clairement plus le corps de mon âge. donc qu'est-ce qui se passe derrière, quoi. Et on n'a pas les réponses parce qu'on n'a pas de médecin qui nous rappelle derrière, en fait. Donc là, ils t'appellent, ils te disent en fait, pas la peine de venir. C'est le labo, en fait. Ouais, oui. Tu vois, donc c'est pas une médecin qui t'appelle, c'est le labo qui dit vous deviez venir, mais ne venez plus parce que les embryons n'ont pas survécu, quoi. Et est-ce que tu savais que ça aurait pu arriver ? Est-ce qu'il t'avait expliqué que potentiellement Non, c'est ça le pire, c'est qu'on ne nous a pas du tout préparé à cette éventualité. Donc en fait, on tombe vraiment de haut, quoi. Enfin, vraiment. Toi, t'allais rentrer le soir avec un embryon ou 2, enceinte, même enceinte, quoi. Ouais, voilà. C'est ça, enceinte jusqu'à preuve du contraire, quoi. Et du coup, j'imagine que c'était très compliqué. Ouais. Comment du coup t'as fait pour remonter Et après avoir bien touché le fond, tu sais, il y a cette impulsion qui te fait remonter à la surface. Alors heureusement, j'ai plutôt un pouvoir de résilience très court, très rapide. Du coup, je suis vite remontée. J'ai commencé on a fait le premier rendez-vous d'adoption. Pour une adoption, et en parallèle on avait un couple d'amis qui avait une de mes meilleures amies qui a sa sœur qui a fait appel au don d'ovocytes en Espagne. Donc j'ai commencé à faire mes recherches pas longtemps après, comme le jour de l'annonce où j'étais à rechercher l'adoption. Là, quelques jours, il m'a fallu quand même digérer l'info, et mon mari aussi, mais quelques jours ou quelques semaines après, je me renseignais sur le don d'ovocytes. J'avais cette sœur au téléphone, et puis on faisait le premier rendez-vous pour l'adoption aussi en parallèle. Et du coup, tu n'as jamais été rappelée par les médecins Alors, si 3 semaines après, ah oui, quand même. un vendredi soir hyper tard, via un 06, à tel point que je crois que c'est un marié, une future mariée, un de mes clients. Ah oui, et donc, du coup, comme il est vendredi soir, 19h30, et que je ne connais pas le numéro, je sais que ce n'est pas quelqu'un que j'ai signé encore. Donc, je ne réponds pas.
Et en fait... Parce que tu organises des mariages. Oui, hein. Voilà. pardon. Et donc, je suis chez une de mes cousines en plus, en bref. Et quand je rentre dans ma voiture, j'écoute ce message. Et en fait, ça me dit... bonjour, je suis telle personne, tel médecin. Je vous rappelle suite à votre transfert annulé. Donc voilà, c'était pour vous dire que maintenant, il faut reprendre votre hormonothérapie. Il faut passer au don d'ovocytes. Le délai d'attente dans notre centre en région, il est de 2 à 3 ans. Donc vous le reprenez pendant ce temps-là. Et puis, on se revoit à ce moment-là. Vous vous inscrivez sur notre liste d'attente. Vous avez tel et tel rendez-vous à faire. Bon week-end. Vous pouvez me rappeler la semaine prochaine de tel créneau à tel créneau. Et je vous souhaite une bonne soirée. Donc là, en fait, je crois que je suis en train de rêver. Oui. Je suis comme ça. Je pose mon téléphone, je rentre chez moi et je dis à mon mari, je crois qu'on a eu un message, mais je veux qu'on le réécoute ensemble parce que ça me semble tellement lunaire que je suis pas sûre d'avoir bien compris. Ouais, tu m'étonnes. Et donc, je lui fais écouter, quoi. C'est bien ça dont elle parle. Là où ça me rend perplexe, en fait, c'est qu'elle n'a jamais évoqué le don d'ovocytes avant. Donc, heureusement que je me suis renseignée de mon côté. Oui, parce qu'autrement, tu apprends... Sinon, j'apprends ce jour-là, en fait. Comme tu disais, donc, déjà, tu n'as pas appris que tu avais un cancer, tu apprends plein de choses sur la PMA. Ouais. Don d'ovocytes, si on n'est pas encore plus méconnu, concerné, on ne connaît pas, quoi. Bien sûr. Donc, je me dis, mais c'est fou parce qu'elle fait ça à d'autres personnes qui peut-être se sont jamais renseignées. Et puis me dire... vous reprenez l'hormonothérapie pendant 2-3 ans et puis on verra à ce moment-là, mais c'est pas juste un Doliprane qu'on prend quand on a mal à la tête. L'hormonothérapie, c'est dur, quoi. C'est avoir le double de son âge niveau articulation, c'est tous les effets de la ménopause. Donc moi, le reprendre sans avoir eu mon petit bout dans les bras, parce que moi, clairement, c'est ça qui est dans ma tête. Bien sûr. Je reprendrai l'hormono quand j'aurai mon petit bout de chou dans les bras. C'est ça qui me fera tenir. Et en plus, là, on te dit, vous n'êtes pas enceinte, et en plus, on vous ménopause. C'est ça. Donc, je comprends. Et puis, ça veut dire, dans 3 ans, j'ai 3 ans de plus aussi. En plus. Donc là, ça veut dire, je me rapproche très, très fortement de la quarantaine. Et ça veut dire que mon corps aussi a subi 3 ans de traitement en plus. Donc là, je me dis, non, mais ça, c'est juste pas possible. Donc du coup, tu as pris la direction de l'Espagne suite au conseil. Il y a ça qui trotte dans ma tête, effectivement, parce que je me vois pas attendre 2-3 ans, je me vois pas reprendre l'hormono. Et puis j'ai la chance d'avoir toujours cette chirurgienne, ma mère, qui m'a opérée, qui m'a suivi tout le long, qui est gynéco. Et à qui je parle de ça, du parcours en Espagne. Et elle a un contact d'un échographe généticien qui peut prendre le relais en France, qui peut faire tous nos examens en France. Et on peut aller en Espagne que le jour du transfert. Et dans ce cas-là, c'est pris en charge, etc. On a juste à payer, entre guillemets, la clinique, qui est un énorme coût, puisque c'est une clinique privée. Donc, d'où le fait que ce soit rapide. Mais voilà, au moins j'ai un relais en France pour tous les échos, prise de sang, potentiellement un traitement. Enfin voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Quand tu dis énorme coût, à peu près une fourchette pour qu'on se situe, c'est... Alors, il y a plein d'options, hein, c'est vraiment... Ouais, non, mais tu vois, c'est pour un exemple, en fait. Oui, je vais te dire, mais c'est pour te dire que vraiment, on est à la carte, quoi. On est dans une clinique, mais on a plein d'options. Donc, nous, on a choisi, par exemple, l'option diagnostic préimplantatoire. Ah oui, parce que j'ai oublié de dire un point, quand même, c'est que je suis tombée enceinte naturellement. D'accord. C'était la première fois que j'étais enceinte naturellement. Donc entre ta pause d'hormono après le transfert annulé. D'accord, ok. Quelques jours avant les fêtes, après les fêtes, pardon, en début d'année, je tombe enceinte naturellement. Donc là, c'est fou, quoi, parce qu'on se dit, non mais ça peut enfin nous arriver, c'est fou, quoi. Enfin, surtout vu les examens que j'avais eu avant, voilà. Et en fait, je fais une fausse couche quelques jours avant mon anniversaire, toujours ce mois de février. Et en fait, alors pour le coup, ce que je vis mal, c'est que j'ai une écho où on voit l'embryon qui est en train... Je suis en train de faire une fausse couche, mais il n'est pas arrêté. Donc, ce que je vis mal, c'est la semaine qui va suivre, parce que je sais que je suis en train de le perdre. De porter un bébé qui est en train de mourir. Donc cette semaine-là, je le vis très, très mal. Mais par contre, derrière... c'est beaucoup plus facile que le transfert annulé, parce que pour moi, c'est une preuve de plus que finalement mes ovocytes, ils sont... Bien sûr. Ah oui, tu penses comme ça. Ah oui. Ouais. Et okay. Je me dis, en fait, peut-être que si j'avais pas eu ça, j'aurais peut-être toujours eu, entre guillemets, un petit regret de me dire, mais peut-être que ça aurait pu arriver naturellement. Sauf que là, en fait, ça finit en fausse couche. Et pour moi, c'est juste une preuve de plus qu'à un moment donné... oui, que tu vas pouvoir tomber enceinte, mais que ça va pas tenir. Okay. Exactement. D'accord. Donc du coup, on va en Espagne après ça, le temps de se remettre encore psychologiquement et physiquement. On va en Espagne pour
on signe avec l'Espagne, pardon. Et donc, ça se passe comment Et donc, je disais, il y a plein d'options et ça m'a fait penser à ça parce que justement, on a signé le diagnostic préimplantatoire pour que je n'ai pas à revivre. En fait, j'ai vraiment été traumatisée par la fausse couche médicamenteuse. Il y a une douleur liée aux médicaments. Enfin, t'arrives pas à te soulager, à trouver une position qui te soulage. Et j'avais pas envie de revivre ça, donc on a choisi cette option-là, nous. Et ensuite, qui veut dire qu'en fait, ils te l'implantent déjà. En fait, ils ont déjà été regarder l'embryon s'il a des anomalies ou non. D'accord. Donc ils sont sûrs que quand ils te l'implantent, ça tient quoi, les normalement. Fausses couches, normalement, les embryons. S'il a pas envie de tenir, il tient pas. Mais en tout cas, il tient. Normalement, il va pas tenir pour s'éliminer derrière, puisque normalement, c'est que des bons embryons. Ça reste de la théorie. Bien sûr, bien sûr. Donc oui, pour revenir toujours au prix, du coup, alors ça peut être entre 5 000 et 12 000, quoi. Enfin, ça va dépendre des options que tu choisis. Si tu fais une adoption d'embryon ou si tu fais du don de sperme ou de l'ovocyte, des options que tu choisis, un nombre d'embryons garanti. Oui. Enfin, tu vois, tu as plein de choses qui font que c'est vraiment à la carte. Donc, tu peux aller du simple au double. Voilà. Et donc toi, c'est le sperme de ton mari. Exactement. Et un don d'ovocyte. C'est ça. Ça se passe comment ? Tu choisis une personne qui te ressemble ? Oui. Ouais, en fait, donc on a signé avec eux en avril. On a dû envoyer tout un dossier, effectivement, où on note les... En fait, tu as une liste de caractéristiques et ce que tu places en premier. D'accord. Donc, genre le même groupe sanguin, la même couleur de yeux, le même IMC. Tu peux choisir ce genre de choses. Tu numérotes en gros ce qui est important pour toi ou pas. Et ensuite, effectivement, j'envoie des photos de moi, bébé et un peu plus vieille. Et j'imagine qu'ils ont un ordinateur où ils font du matching et parce qu'en 15 jours, une donneuse m'est trouvée, quoi. Et comment tu l'as vécu, ça, de faire un peu la liste Mais en fait, limite, je m'en fichais. En fait, j'étais là, je disais à mon mari, franchement, je m'en fous, vas-y, choisis. Enfin, c'était étrange. Mais bon, en gros, le travail le plus dur là-dessus, c'est plus le deuil des gènes, en vrai. Oui. Plus que remplir le dossier, c'est plus le travail en amont qui est fait de se dire, en fait, j'aurai un ou plusieurs bébés qui n'auront pas mes gènes. Et donc, la fameuse question que tout le monde fait à la maternité, il ressemble à qui ? Oui. Là, elle se posera pas, ce sera Greg ou quelqu'un d'autre, mais ce sera pas moi, quoi. C'est plutôt tout ce travail-là. Est-ce qu'il va m'aimer autant que Greg ? Est-ce que tu t'es posé toutes ces questions. Ouais. Et en fait, en discutant avec mes parents, ma maman, elle me dit, en fait, moi, je me pose la question de la légitimité par rapport à son autre grand-mère et tout. Donc, c'est bien aussi. Tu vois. Parce qu'au final, on avait les mêmes questionnements, c'était drôle. Et du coup, d'avoir soulevé tout ça comme question avant, et au moins tout était réglé une fois du coup, enceinte et avoir réalisé d'être enceinte. Et est-ce qu'ils te ressemblent, tes enfants ? Alors, le premier, c'est mon mari tout craché quand il était petit. Donc là, il n'y a même pas de questionnement. En plus, c'est 2 garçons. Donc bon, ça facilite un peu, j'avoue. Peut-être qu'inconsciemment, c'est cool pour moi d'avoir des garçons. Le deuxième, c'est rigolo parce que c'est un peu plus... ça fait plusieurs fois qu'on me dit « Ah, mais c'est vraiment ton côté, celui-là. » Donc moi, ça me fait plaisir. Bien sûr. C'est vrai qu'il a la peau mate, il a sa petite bouille un peu plus ronde. Donc oui, il y a un petit truc, quoi. Il a le regard, les sourcils de Greg, mais c'est vrai qu'il n'a pas la même bouille que son frère. Et je trouve ça plutôt rigolo qu'on m'ait dit plusieurs fois qu'il était de mon côté, celui-là. Oui, parce que les gens qui ne savent pas, peut-être se disent « Ah, mais qu'est-ce qui te ressemble ?» Et tu dis « Ah, merci !» Et c'est drôle. Et même, il y a une personne, elle le sait. Et en fait, elle avait zappé en le voyant. Ah, tu vois. Ouais. Donc, je trouve ça drôle. Et du coup, ça marchait du premier coup, tu as cette implantation et ça fonctionne. Ouais. En fait, là où est ma chance, c'est que mon endomètre, effectivement, il est prêt à accueillir un embryon pour le coup. Ça marche dès le premier coup. Sur cycle naturel, enfin toujours ce truc donc sans stimulation. Voilà, j'ai juste eu la piqûre d'Ovitrel parce que ça permet effectivement de savoir à quel moment est l'ovulation et du coup de partir en Espagne à ce moment-là. Bien et sûr. De savoir que le transfert a lieu tel jour. Donc c'est plus simple pour eux, mais effectivement j'ai pas eu de traitement, toujours dans un souci de moins d'hormones possible. Surtout que la grossesse derrière, ça va faire quelques hormones, donc on essaie de calmer le jeu dès le départ. Et effectivement transfert début juillet qui a fonctionné, un petit embryon qui est resté et qui est Achille aujourd'hui. Et donc là, comment tu accueilles la nouvelle ? En fait, alors moi, ma grossesse, elle m'a semblé hyper courte pour le coup, parce que je me suis vraiment sentie enceinte qu'après la T1. En fait,
psychologiquement, comme il était toujours arrivé quelque chose avant le projet bébé, donc le premier coup quand j'ai arrêté ma pilule, j'ai eu un cancer. Ensuite, quand j'ai eu le transfert, les embryons n'ont pas survécu. Ensuite, quand je suis tombée enceinte naturellement, j'ai fait une fausse couche. Donc là, dans ma tête, le premier trimestre, à chaque fois, je me disais, qu'est-ce qui va se passer en fait. Donc voilà, j'étais heureuse, mais j'étais sur mes gardes, j'ai rien acheté. Enfin voilà, avec Greg, on était hyper prudents. Et tu l'avais quand même annoncé à tes proches vu qu'ils savaient la procédure. Tout le monde savait le jour du transfert. On n'a rien caché. On a vraiment embarqué toute la famille. Le jour de la prise de sang, on a fait un FaceTime avec mon frangin, mes parents. Non, franchement, c'était vraiment une aventure familiale. Toujours dans un souci justement que cette histoire, elle ne devienne pas quelque chose de caché et que vraiment le cancer et le don, ils font vraiment partie de notre histoire, de notre vie. Et ça doit être un sujet comme on peut parler de météo ou autre. Bien vraiment. Sûr. On ne veut pas que ce soit caché, pas du tout. Et du coup, tu apprends que tu es enceinte par la prise de sang. Donc, ouais, du coup, voilà, c'est ça. Alors moi, je fais partie de la team qui fait un test de grossesse le jour d'avant. D'avant la prise de sang. Donc, on avait déjà vu les 2 petites barres sur le test. Mais juste, la prise de sang, quand même, elle confirme le taux. Parce que on était un peu chaudés par la fausse couche. On l'a déjà vu, ce test de grossesse avec les 2 barres. Oui. Donc voilà, là, le taux, il est bon. Il est bien meilleur que les prises de sang qu'on a eues avant pour la grossesse d'avant, quoi. Donc là, joie, bonheur. Joie, bonheur, mais prudence, quoi. Mais prudence, ouais. Ok. Est-ce que tu l'as vécu de la même façon, Mélissa? Est-ce que toi aussi, tu as attendu d'être sûre du sexe pour te dire que tu étais enceinte ou pas du tout Non, dès le départ, j'étais très heureuse et on se projetait sur les prénoms direct. Par contre, comme toi, Pascaline, effectivement, moi, la première écho, j'ai pleuré parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui va encore nous arriver? Pareil, la question, je me suis dit, mais à l'accouchement, mais il va se passer un truc. Sereine, ouais. Pas sereine parce qu'on se dit, il va y avoir une tuile. C'est bizarre, c'est trop beau, en fait. C'est ça, c'est trop beau. Et en plus, Bali, l'annonce là-bas. C'était juste trop de bonheur. féerique. Et en fait, on est revenu en France, les examens se sont enchaînés. Et je me souviens, premier écho avec la sage-femme, elle avait du mal à trouver le cœur. Et alors là, je me suis effondrée en larmes parce que je pensais qu'il n'y avait plus de cœur, en fait. Et elle m'a dit, mais non, mais ne vous inquiétez pas, détendez-vous, tout va bien aller. Et elle a réussi à trouver le cœur, en fait. Mais à ce moment-là, ma première réaction a été de me dire, il se passe quelque chose, en fait. Voilà, c'est bizarre, trop de bonheur d'un coup, c'est trop chelou, quoi. C'est ça. Et non, puis vraiment, en plus, j'ai pris du ventre, mais quasiment aussitôt. En fait, je suis sortie de l'échographie. Le soir, j'allais voir ma famille pour leur annoncer que j'étais enceinte. C'est extrêmement bizarre, mais j'ai pris du ventre en quelques heures, en fait. Comme celles qui font un déni de grossesse. Ouais, c'est ça. J'ai pris du ventre qu'en quelques heures du moment, en fait, où on a pu apercevoir ce petit bébé sur l'écran. Et alors que t'étais en 2-3 heures. T'avais quoi, 3 mois à peine? Mais même pas. J'étais à 1 mois, 1 mois et demi, tout juste, quoi. Mais de suite, hop, un petit arrondi, là, une petite boule sur le ventre. C'était trop mignon. Et là, on m'a grillé, en fait, dès que je suis arrivée. J'ai même pas eu le temps de dire quoi que ce soit. On m'a scanné comme ça. On s'est dit, tiens, c'est bizarre. Eh oui. C'est bon. Donc non, et après vraiment pleinement t'as vécu pleinement ta grossesse tout au long de ma grossesse. Et puis au fil des examens, voilà, c'est vrai qu'à chaque examen je me dis qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer, et en fait tout se passait bien et on a avancé comme ça un pas après l'autre, et on prenait tout ce qu'il y avait à prendre. Et t'étais suivie aussi en termes de contrôle écho-mammo ou pas du tout? Non, on m'a laissé tranquille. D'accord. L'oncologue m'a dit suivez votre grossesse tranquillement. Voilà, s'il y a quoi que ce soit, bien sûr, j'allais voir l'oncologue. Bien sûr. Il n'y avait pas de contrôle nécessaire. Non, ils m'ont laissé tranquille. On a fait avant la grossesse le TEP scan, le check-up complet. Tout était bon. Donc voilà, on m'a laissé en paix et on m'a dit une fois que vous aurez accouché, on reprendra rendez-vous. Série de recontrôle. Voilà. Je vois que tu as fait un petit peu la moue quand elle a dit ça. Est-ce que toi, c'est que tu as eu plein de contrôles? Alors moi, après moi, ça me rassurait. Mais toujours dans l'idée que c'est un cancer hormonal, moi. Donc du coup, j'avais une écho mammaire chaque trimestre. À chaque trimestre, il te faisait une écho. Ok. Ouais. Donc après, ça te rassurait aussi de te dire que tout était ok. Non, mais puis alors vraiment, moi, l'hôpital est vraiment devenu ma deuxième maison, quoi. Oui.
parce que quand tu y vas, que tu as des chimios toutes les semaines, enfin voilà, etc., qu'après t'enchaînes avec effectivement le projet grossesse, et moi c'est la même personne qui m'a suivie après, vu qu'elle était gynéco. Donc, ça, c'est fou, ça. Même pour elle, ça devait être beau. Ouais, puis moi enfin, faut savoir que moi dans le CHU où j'allais, la salle d'attente, c'était la même pour cancer. Et donc, je me suis retrouvée dans la même salle d'attente, mais ce coup-ci enceinte. Donc, je peux te dire que là, tu t'étais hyper heureuse quoi, quand tu es dans la même salle et que là, tu passes de l'autre côté. Parce que c'était rude quand même, à l'inverse, quand j'étais en cancer et que j'avais toutes ces femmes enceintes dans cette salle d'attente. Mais même quand tu vas en PMA, parfois, du coup, tu passes par le service maternité. Et ça, franchement, les professionnels qui font ça, s'il vous plaît, changez s'ils nous écoutent. Parce que c'est horrible de voir des femmes enceintes quand on est en parcours PMA. Et de se dire, peut-être qu'un jour ou pas, je serai ici. Moi aussi, ça, c'est vraiment dur. Et après, du coup, toute la partie donc, traitement de cancer, c'est-à-dire chimio, mastectomie ou tumorectomie, comment vous avez vécu votre changement de corps? Parce que du coup, vous aviez eu un premier changement de corps où on réapprend à se connaître, où on se retrouve un peu, où on se découvre une nouvelle personne. Donc, comment vous l'avez vécu là, le changement de corps avec la grossesse? Après, moi, je sais que juste avant de faire le transfert, j'avais finalisé ma reconstruction physique et psychologique cancer parce que j'ai fait mon énorme tatouage sur la poitrine en juin. D'accord. Et en fait, j'ai eu le transfert juillet. Donc, pour moi, en fait, vraiment, le chapitre cancer était clôturé à ce moment-là. Et bizarrement, en fait, le premier trimestre, en fait, il m'est réapparu d'un coup parce que j'avais des effets comparables à la chimio, en fait. Le cardio qui s'emballe en montant l'escalier, cet état un peu nauséeux, ce point-là où on a un peu envie de vomir, pas trop envie de manger et tout. La fatigue. Et en fait, des fois, je faisais des amalgames avec mon état pendant les chimios parce que vraiment, c'était les mêmes symptômes. Et du coup, c'était très étrange, quoi. Et je me retrouvais des fois à me dire, ah mais non, mais t'es enceinte, en fait. T'es pas en traitement, chimio, quoi. Ouais. D'accord. Remets ton cerveau au bon moment, au bon endroit, quoi. Donc, c'était étrange aussi pour ça, le premier trimestre, pour moi. Il y a eu un... fallait reconnecter, quoi, des fois. C'est fini. Partie cancer, fini. Et quand je voyais au miroir, bien sûr. sûr. C'est bon, on est maintenant, là, ça y est, c'est grossesse, quoi. Mais du coup, tu as bien vécu l'arrivée de ton ventre qui grossit. Alors oui, ça. Du coup, c'est pour ça aussi, je pense que le corps, il sait, effectivement, c'était ça la différence. C'était d'avoir le ventre, quoi. Ouais. Donc oui. Et puis il était bien gros, enfin tout était bien centralisé dans le ventre, moi. J'ai pris 12 kilos, je pense que dans le ventre, j'ai l'impression. C'était vraiment, il était vraiment énorme. Donc ouais, je pense que ça joue, effectivement. Et toi, Mélissa, c'est pareil, ce changement de corps, comment tu l'as vécu? Alors le changement de corps, moi, c'était surtout localisé au niveau de la poitrine, puisque j'ai une tumérectomie avec la radiothérapie, donc j'ai un sein qui était en mode encéphalogramme plat, il n'a pas du tout bougé, évolué, alors que j'ai un autre sein qui s'est vraiment adapté à la grossesse. Et voilà, c'est vrai qu'il y a un sein beaucoup plus une grosse gros asymétrie, que l'autre, une asymétrie très prononcée. Mais je me disais, mais je porte la vie, j'ai ce bonheur-là, donc tant pis, c'est pas grave. Il y a pire que ça, il y a eu bien pire que ça. Donc au contraire, c'est un... Voilà, c'était très positif. Voilà, c'était un cadeau. Et puis les kilos, j'en ai pris beaucoup aussi, comme toi, Pascaline. J'avais un énorme ventre, j'ai pris 23 kilos en tout. Je l'ai bien porté. Ta fille prenait bébé. De la place, écoute, elle était contente d'être là. Elle était là, elle voulait être là et je lui ai laissé toute la place. Et j'étais heureuse en fait de ces kilos en plus, de me dire mais voilà, elle a tout son espace et je lui donne tout ça, je lui concède tout ça, je lui donne mon corps en fait. Donc voilà. Et après, la question c'était au niveau de l'allaitement. Comment j'allais pouvoir faire parce que je pensais que je n'allais pas pouvoir allaiter d'un sein et s'en est suivi après des rendez-vous avec donc sage-femme, mais aussi une conseillère en lactation. D'accord. Qui m'a au début fait flipper et après rassurée. Et du coup, tu as pu allaiter donc de ton sein? Oui. D'un seul sein, donc? J'ai allaité d'un seul sein pendant 5 mois, exclusivement. Donc j'en étais très heureuse mais tout s'est tellement bien passé, vraiment. C'était d'une spontanéité très naturelle. Voilà, elle avait son sein et tout s'est très très bien déroulé. Donc là, j'étais encore plus aux anges. C'était merveilleux de pouvoir l'allaiter alors que j'avais fait
à la base Le de la deuil, maladie, bien sûr. le deuil de l'enfant. Mais quand j'ai eu quand j'étais enceinte, j'ai fait le deuil de l'allaitement. Et en fait, on m'a dit, mais non, ça peut être possible. Voilà ce qu'on va mettre en place. Il y a eu tout un protocole. Et finalement, le protocole, non. Il ne s'est rien passé de ce qui était prévu. Mais c'était que du positif, quoi. Et pendant 5 mois, j'étais heureuse de l'avoir au sein. Et ça me manque. C'était merveilleux. Ça va bientôt revenir. Oui. Ça devrait bientôt revenir. Mais pareil, je ne me fixe aucun objectif, vraiment. Tu verras. Parce que, je verrai. J'y arrive, tant mieux. Je n'y arrive pas. C'est que ça doit se passer comme ça. Vraiment, je laisse faire la vie. Est-ce que toi, du coup, c'était pas possible d'allaiter. Est-ce que Non. c'était quelque chose que tu avais envie avant et dont on a souffert ou pas du tout? Tu étais contente d'être enceinte et, Exactement. Alors, ouais. vraiment, j'avais mon bébé. C'était le vraiment principal. pas. Non. Pas du tout. Oui, d'ailleurs, ça m'a fait bizarre parce que le dimanche où je devais quitter l'hôpital, j'ai une boule qui est apparue sous mon aisselle à droite. Donc, je vous dis pas le petit stress en me disant, mais pas maintenant. Ouais. Non, mais pas au bout de 4 jours, quoi. Oui, en Enfin, plus. pas déjà, quoi. Enfin, c'est quoi Et en fait, j'ai eu la chance. C'est toujours pareil. Les synchronicités. C'était ma chirurgienne cancer qui était de garde ce dimanche-là. Donc, elle est apparue dans ma chambre et elle m'a regardée. Elle m'a dit, mais en fait, c'est votre montée de lait qui s'arrête sous l'aisselle. C'est jusqu'où j'ai opéré, en fait, que je vous ai D'accord. enlevé. Donc, voilà, pour info, celles qui ont été opérées, sachez que vous pouvez éventuellement avoir une montée de lait jusqu'à l'endroit où le canal Donc, a été c'est-à-dire coupé. qu'il y avait... Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de chaîne mammaire, Il y a mais il plus reste les à un canaux moment de donné. lactation, Exactement. en fait. D'accord. Donc voilà, pour info, ça peut arriver. Et du coup, toi, au sein qui a été opéré, est-ce que tu as eu une montée de lait également ou est-ce que vraiment le sein est figé? Il ne s'est absolument rien passé. Et justement, D'accord. on avait travaillé ce détail avec la conseillère en lactation en cas de montée de lait, parce qu'il est possible que je fasse... alors c'est pas une congestion, mais voilà, Comme que le lait une sorte reste, d'œdème. voilà, que le Ouais, lait reste d'accord. bloqué, que ça se Ah oui, transforme ok. en œdème, en inflammation. Et alors là, j'ai pleuré. Je me suis dit, mais non, en fait, j'ai pas envie de tout ça. J'ai juste envie qu'on laisse mes seins tranquilles. C'est inconcevable, en fait, de ressouffrir de ce sein-là. Et en fait, il ne s'est absolument rien passé. Donc, on avait prévu l'argile, la glace, La feuille pour de le chou, sein, la feuille de chou, l'homéopathie. l'homéopathie, Ouais, moi, j'ai eu tout ça, par contre. tout. L'homéo, la feuille de chou. On avait tout amené à la maternité. On avait tout confié aux sages-femmes. Et en fait, il ne s'est absolument rien passé. Et la montée de lait, en fait, s'est fait que du sein sain. En fait. Alors oui, moi pour préciser, c'est effectivement moi la montée de lait elle a été du côté droit là où j'ai fait en prévention, mais par contre à gauche là où j'ai eu d'accord. la mastectomie, il s'est rien passé non plus. Ah, donc c'est à la mastectomie préventive que Oui. du coup, il y avait la montée de lait. Ouais, à Et- gauche rien du tout. Et du coup, montée de lait à gérer aussi ou elle a disparu comme ça Et avec l'homéo, Ah, feuille aussi, de chou, d'accord. glaçon et compagnie là, toutes les Ah oui, donc astuces. t'as quand même eu ces j'ai techniques-là. eu la boule, D'accord. mais vraiment ça déformait le sein après. Hein. Ok. Au début c'était une petite boule et après ça déformait tout le sein. Et ouais, c'est impressionnant. C'est fou parce que ça veut dire que vos seins sains fonctionnaient Oui. encore, Oui. même toi avec une mastectomie. C'est ça. Et les autres sont en repos. Exactement. C'est Bon. ça. Et du coup, donc naissance de ton fils. Oui. Comment ça s'est passé le retour à la maison. Enfin, raconte-nous du coup cette joie de le rencontrer. Alors, le jour de l'accouchement, ça s'est passé hyper vite en fait. Au final, en fait, j'allais faire ma dernière prise de sang au labo qui est à 30 minutes de chez moi et en fait, j'ai perdu les os en conduisant. D'accord. Alors au début, je savais pas. Hein, je me suis dit, oh mince, j'ai fait pipi dans mes culottes. Voilà. Et quand je suis arrivée au labo, je me suis dit, oula, ça fait beaucoup. Donc je pense que j'ai perdu les os. Et effectivement, sur le chemin du retour, du coup, j'ai dit, je suis désolée, je viendrai pas. Je fais demi-tour et j'ai appelé mon mari pour dire, je pense que c'est aujourd'hui. Et c'était aujourd'hui puisque je peux dire que j'ai cramponné le volant au retour parce que par contre, les contractions là, elles se sont accentuées. Et en fait, on arrive à la mater peut-être à 14h, ouais. Et j'étais déjà à 4-5. Des petits coups de ballon, je suis arrivée à 6. Ça commence à faire un petit peu mal. Moi, je m'étais pas... je suis plutôt cool, en fait. Donc, je m'étais dit, si je dois avoir la péridurale, j'aurai la péridurale. Enfin, voilà, dans le fait de laisser faire, je me disais, j'ai déjà mis à mal pas mal mon corps avec les traitements. J'ai un peu overdose médicamenteuse. Enfin,
Voilà, donc no pression. Si j'ai mal, je ferai une péridurale. Si ça passe, ça passe. Là, je commence à avoir mal, donc je me suis dit, allez, on va faire la petite péridurale, puis on verra. Et en fait, après, il est arrivé le soir, voilà, tranquillement, parce que la péridurale, ça ralentit un peu le travail. Et il est arrivé vers 21h, je sais plus, après 35, 37, je sais plus, avec le deuxième, les minutes. Mais voilà, tranquillement, je l'ai enlevé, enfin, je l'ai porté jusqu'à moi. Enfin, franchement, l'accouchement de rêve, le lendemain, je disais à mon mari, c'est bon, on peut en avoir un deuxième, quoi. Si ça se passe tout comme ça, la grossesse, l'accouchement, c'est bon, c'est parti, quoi. Je me sens bien, quoi. C'est chouette. Donc, franchement, c'est une belle revanche. Hein. Ouais. Ah, puis cette rencontre, on l'a eu au moins... Moi, je l'ai eu 1 heure contre moi, puis après Greg. En fait, il y avait beaucoup d'accouchements ce jour-là, donc on nous a laissé tranquilles. Et la rencontre, elle était géniale. Et le retour à la maison, j'ai pleuré comme une madeleine. Quand j'ai passé j'allais dire. Et le retour à la maison, bah oui. Là, parce que là, ça y est, je le ramenais chez moi. En fait, tout s'était bien passé, ça y est, pour de vrai, quoi. Il allait bien, il était là, et je le ramenais à la maison avec mon mari. Ouais, les 5 années qui viennent. Oui, voilà. Qui reviennent. Ouais. Toi aussi, tu as eu beaucoup d'émotions au retour à la maison ou pas? Ou comment ça s'est passé? On est rentré à l'hôpital. C'était... La maison. À la maison, oui. C'était incroyable. On est rentré, à la maison. C'était incroyable d'avoir ce petit bout et de se dire waouh, mais en fait, on revient de loin là, quand même. C'est incroyable. On l'a, ce petit bout, il est là, il est dans nos bras. C'est clair. C'est complètement fou. Et donc, du coup, toi, tu es bien enceinte là de ta deuxième fille. Oui, de 8 mois. Voilà. Alors, il fait très chaud en plus aujourd'hui, donc bravo à toi d'être ici parce qu'on est en pleine canicule. Comment ça s'est passé pour ta deuxième grossesse? Tu as eu combien d'écart? Est-ce que ça s'est passé aussi naturellement? Eh bien, ça s'est aussi passé naturellement. C'est bébé surprise. D'accord. Voilà. Bébé surprise, mais bébé voulu aussi. On voulait avoir 2 enfants, idéalement. Et puis, le deuxième est arrivé 6 mois après Alma, la première. Voilà. Donc, c'est un retour de couche. Voilà. Mais belle surprise aussi. Ouais, voilà. Vraiment. En fait, j'ai su que j'étais enceinte quand je reprenais mon premier examen, post-cancer du sein. Donc, il a fallu que je fasse une prise de sang. Et bien sûr, avant d'aller à l'hôpital, je regarde toujours mes prises de sang, voir s'il n'y a pas des trucs un peu chelous, tu vois. D'accord. Je regarde ma prise de sang et là, la dernière page, dernière ligne, il y avait marqué « Ne permet pas de connaître la datation de la grossesse ». Et là, j'ai fait « Oh bordel !» Voilà, pas d'IRM et pas de TEP scan. C'est ça. Du coup, on a annulé le TEP scan. J'ai appelé l'oncologue de suite. Je suis encore enceinte. On a stoppé le rendez-vous avec le TEP scan qui devait avoir lieu 2 jours après. Voilà. Mais mon oncologue m'a dit, mais c'est une merveilleuse nouvelle, mais c'est superbe. Donc, on a fait la prise de sang, on a fait une mammo. Ah non, même pas, on a même écho, pas fait. On a fait une écho, voilà. On a fait une écho. Et puis, elle m'a dit, on se revoit après la naissance du deuxième, du coup. Donc, belle surprise. Et là, je me dis, mais c'est doublement incroyable. Il y a quelques années... si on m'avait dit que j'aurais 2 enfants alors que les médecins étaient pessimistes et me disaient en gros bonne chance, le parcours va être compliqué, long, voire et là naturellement il y aura pas d'enfants oui. Et en fait 2 enfants c'est fabuleux. Donc vraiment, et je repense encore à ces paroles d'Aurélie qui me disait c'était possible. Elle résonne encore en moi et c'est pour ça aujourd'hui que je suis là, c'est que on m'a donné cet espoir, on m'a transmis cet espoir et il était là, ancré au plus profond et si on peut donner cet espoir aussi à d'autres femmes en traitement et qui se posent aujourd'hui la question, oui, c'est possible. Ouais, c'est chouette. Trop mignon. Du coup, là, c'est notre fille que tu attends? Une deuxième petite fille, D'accord. Oui. On peut connaître son prénom? C'est ce que j'allais demander, est-ce qu'on peut avoir l'exclusivité? Est-ce que c'est une surprise ou pas? Alors, le podcast, il est diffusé quand? Non, mais on garde la surprise. Il y a peut-être de la famille qui va écouter, donc... Allez, on garde la surprise. Non, je le dis. C'est vrai? Oh là là. Alors, ma première petite fille s'appelle Alma. D'accord. Ma deuxième petite fille, sa petite sœur s'appellera Nora.
Oh, trop joli. Voilà. Bah, merci pour cette belle exclusivité. Avec plaisir. Et du coup, toi, tu as eu un deuxième enfant aussi? Oui, alors en fait, en Espagne, il nous restait 2 petits embryons. D'accord. Et donc, alors il était question que je reprenne l'hormonothérapie après ma première grossesse. Et en fait, comme il restait 2 petits embryons, vraiment, on s'est posé la question avec mon mari, qu'est-ce qu'on en fait? Enfin, on a le choix en fait de le donner à notre tour, de les donner à notre tour, de les détruire, ce qui nous paraissait improbable. Ou de les confier à la recherche. Alors nous, à partir du moment où c'était des petits embryons, pour nous, c'était déjà des bébés, en fait. Bien sûr. On est toujours dans ce mode-là. Donc, du coup, on s'est dit, on aimerait aussi avoir 2 enfants. Donc, c'était l'occasion de potentiellement peut-être 3, du coup, comme il en restait 2. Donc, je vais évoquer un potentiel transfert avec mes médecins dans la foulée, quoi. Et donc, j'ai eu de nouveau des examens pour prolonger ma fenêtre thérapeutique. Ça a été confirmé que, effectivement, ma première grossesse ne m'avait pas apporté de récidive. Là, du coup, Achille avait quel âge? Il avait 9 mois. Ouais, il a donc l'âge c'était que pareil. César a aujourd'hui. Alors là, par contre, tu vois, je serais pas prête à de nouveau à envisager un autre transfert. Mais oui, en Oui, gros, donc c'était pareil. C'était peu de temps, comme Alissa, peu de temps après la première. Oui, ils ont peu d'écart. Et après, c'était, la médecin m'a dit, c'est maintenant ou jamais, en fait, parce que si vous reprenez l'hormono, ça veut dire que vous avez 3 ans de traitement encore, plus 3 ans d'âge, enfin voilà. Donc, moi, je peux pas vous garantir que dans 4 ans, votre corps, l'endomètre sera OK cette fois-ci pour le transfert, quoi. Donc, c'est maintenant ou jamais. Et donc, on a dit, OK, c'est maintenant, quoi. D'accord. Donc, on a eu OK pour la prolonger. On a fait le transfert des 2 derniers. En même temps? Oui. D'accord. C'était contre la volonté des médecins, par contre, parce qu'ils m'avaient dit, vous vous rendez compte, là, à votre âge, Des jumeaux, on m'a quand même ouais. dit, voilà, vous êtes dans le cas, déjà pour Achille, on m'avait dit, c'est une grossesse gériatrique. Donc, Sympa. La Merci. violence. Merci. Ouais, voilà, quelle alors moi, violence. ça m'avait fait beaucoup rire l'association des 2 mots, mais oui, il y en a plein à qui je le raconte, ça les fait pas du tout rire, mais voilà, enfin toujours dans ce truc de dire, là, vous avez quand même 1 an et demi de plus par rapport au transfert d'avant. Vous êtes sûr, quoi? Donc je dis oui, on veut pas en laisser un. Enfin voilà, on aurait trop de regrets, ou alors on aurait voulu encore une 3e grossesse. Oui. Donc voilà, il y a un moment donné. Fallait s'arrêter niveau hormones. Donc du coup, on a implanté les 2 et en fait, il y en a qu'un qui est resté, le petit César. Donc effectivement, 2e transfert positif, de nouveau enceinte. Alors là, pour le coup, dès le début, j'ai dit là, je ne refais pas la même erreur. Je sais que mon corps est capable de porter un enfant. Donc dès le premier jour, le jour du transfert, j'étais enceinte. Ah oui, tu en as profité. Sauf que par contre, ça m'a paru interminable. Du coup, là, c'est bon, j'ai bien vécu ma grossesse du début à la fin, c'est bon. J'ai été rassasiée. Et oui, parce que comme la première, tu avais trouvé ça hyper vite, vu que tu n'avais pas profité des 3 enfin, profité. Tu t'étais protégée pendant 3 mois. Exactement. Du coup, là, OK. Que là, c'est bon. Ça a duré là, t'étais 8 contente mois d'accoucher, et demi. là. J'étais contente d'accoucher. C'était une grossesse d'été. Donc là, je compatis parce que j'ai accouché en octobre. Et effectivement, c'est pas la même que d'accoucher en mars. Donc là, j'en ai bien profité. Dès le début, c'est bon, j'étais enceinte. Et donc, il y a eu le petit arrivée de César. Exactement, César. Ça s'est bien passé aussi, j'imagine. Ouais, alors rien à voir pour le coup. Là, ça a été encore plus rapide. J'ai pas perdu les os, donc moi je me dis c'est bon, tout va bien. Ok, les contractions elles sont très rapprochées, mais c'est bon, j'ai pas perdu les os, quoi. Si ça fait comme Achille, on va attendre. Puis au bout d'un moment, je me suis dit quand même, j'habite à 1 demi-heure de l'hôpital. J'ai appelé ma maman en lui disant Achille va bientôt se réveiller de la sieste. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît, le garder? Je pense qu'il faut que je fasse un petit tour à l'hôpital. Et puis, Greg était parti faire des courses parce que je lui avais dit que c'était bon, tout allait bien. Donc, je lui ai dit, il va falloir que tu reviennes un peu plus vite que prévu. Et en fait, on est arrivé à l'hôpital vers 16h. Oui, parce que finalement, j'ai vu Achille se réveiller. Donc, vers 16h. Et j'ai accouché à 18h30 et quelques. Donc là, pas de péridurale. En effet. Quand je suis arrivée, en fait, j'étais à 5 et elle m'a dit ça va vite quand même, je suis pas sûre qu'on... elle savait très bien en vrai. Je suis pas sûre qu'on ait le temps de faire la péridurale. Je fais ok,
Et en fait, alors ok, ça n'a duré que 2h30 dans les faits. Alors moi, par contre, je les ai sentis, ces 2h30. Oui. mais c'était chouette de vivre ça en deuxième et dernier accouchement. Ouais, c'était... Là, pour le coup, c'était vraiment à l'état naturel. J'ai déchiré le t-shirt de mon mari. J'ai essayé toutes les positions possibles et inimaginables. J'ai fini sur le côté. C'était génial. C'est moi qui l'ai sorti. Enfin, rien à voir. Je tremblais. J'étais dans un état. J'étais réveillée depuis 2h du matin à cause des contractions. Donc, la journée commençait à être très, très longue. Bien sûr, ouais. Et là, c'est là où, oui, on se rend compte qu'on sait faire, quoi, naturellement. Mais c'est douloureux. Que ton corps était fort et qu'il a réussi. Exactement. Et c'était chouette d'avoir 2 accouchements bien différents. Et voilà, la rencontre, pareil, on nous a laissés tranquilles avec petit César. Enfin voilà, c'était la petite cerise sur le gâteau de notre famille, quoi. C'était d'en avoir 2, c'était complètement inespéré. Déjà, le premier, c'est un miracle, mais en avoir un deuxième, c'était vraiment inespéré. Et en plus, inespéré. c'est le même... donc tes embryons, c'était avec le même don Exactement, d'ovocytes, ils ont les mêmes gènes tous les deux. On a eu la chance de ne devoir faire qu'une FIV d'eau. Donc c'est la même donneuse. Ils ont les mêmes gènes tous les deux, ouais. Ouais, c'est chouette. Ouais. Et du coup, est-ce que vous trouvez que vous êtes des mamans différentes que ce que vous auriez été si vous n'aviez pas eu, par exemple, le cancer, ou pas du tout? Moi, au-delà, déjà, il y a l'âge je pense que voilà, j'aurais pas été la même maman à 25-30 ans. T'es plus zen, t'es plus... Bah oui, complètement. Ouais. Enfin, voilà, Vraiment cool. Ouais, enfin voilà, je leur laisse faire les expériences. Je suis toujours en filet derrière de sécurité, mais je le laisse. Donc oui, moi en tout cas, je suis pas du tout la même maman, ça j'en suis sûre. Puis en plus, enfin voilà, je suis passée par le don, donc j'aurais pas eu ces enfants-là spécifiquement. Donc pour rien au monde, je voudrais que mon histoire elle soit différente, parce que ce serait pas eux. Bien sûr. Donc ça serait nul si c'était pas eux. C'est beau. Donc voilà, enfin oui, différente et tant mieux, quoi. Tant mieux. Et toi, c'est pareil, est-ce que tu es la maman que tu aurais été avant la maladie ou pas du tout? Je sais pas quelle maman j'aurais été avant la maladie. Je veux pas comparer, mais en tout cas, je suis une maman sereine, vraiment. Dans tout ce que tu dis, Pascaline, je m'y retrouve complètement. C'est ça, je les laisse faire leur expérience. Je suis là derrière eux, derrière elle, du coup, et bientôt derrière Else, comme un filet. Et je savoure en fait chaque moment avec elle. Mais c'est vrai que je n'arrête pas quand même dans un fond, là, dans l'esprit, il y a toujours ce petit truc de me dire attention, un jour, ça peut peut-être revenir et j'ai clairement pas envie de les quitter, en fait. Et il y a toujours cette légère appréhension là qui trotte en se disant, voilà, je savoure chaque instant de la vie parce que je ne sais pas de quoi demain va être fait. Et en même temps, ça me fait peur et en même temps, ça rend le moment, l'instant présent, beaucoup plus intense. Est-ce que vos enfants, alors ils sont petits encore, mais est-ce qu'ils connaissent votre parcours? Est-ce que vous leur avez expliqué, donc par exemple pour toi pour le cancer ou pour toi même par rapport aux ovocytes, est-ce que vous leur en parlez? Moi, Alma, oui, je lui en parle. D'accord. Je lui en parle et je lui en parlerai. Et d'ailleurs... j'ai toujours voulu avoir des filles dans la vie. Et quand j'ai été happée par le cancer du sein, je me suis dit, mais je ne veux pas de filles, en fait, parce que j'ai peur de ce qu'elles peuvent vivre et j'ai pas envie qu'elles passent par le chemin de leur maman, en fait. Et vraiment, ça me faisait flipper. Et j'ai fait de la psychothérapie, le MDR, qui m'a aidée vraiment à passer ce cap en fait psychologique et à vivre aussi une belle grossesse sereine. Est-ce que tu as fait ça quand tu étais enceinte et que tu as appris que c'était une fille ou tu as fait ça avant d'être enceinte? Avant d'être enceinte. Avant d'être enceinte. Parce que j'avais besoin aussi, je sentais cette peur en fait. Voilà, si j'ai un enfant et une petite fille, alors en plus mon cancer n'était pas génétique et j'ai personne dans ma famille qui a eu un cancer du sein, donc ça m'est vraiment tombé dessus comme ça et je me disais bon mais non, normalement mon enfant ne devrait pas avoir de cancer du sein, mais bon on sait pas. En tout cas, le fait d'avoir une fille et de me dire qu'elle peut aussi passer par là, pour moi c'était inconcevable en fait. Donc déjà, en fait, pendant le traitement, j'ai fait de l'EMDR sur plusieurs choses. En fait, effectivement, on a
abordé la maternité, on a abordé les traitements. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que je me suis délestée d'un énorme poids. En fait, je me suis fait aider physiquement, mais aussi psychologiquement. C'était hyper important. Et c'est ce qui fait que je pense que j'ai vécu une belle grossesse et que j'ai réussi à passer ce cap pour l'avenir de mes filles. Et maintenant, ça me fait plus peur. Donc c'est pour ça que je leur en parle. Aussi petite soit-elle, qu'elle fait de son petit 87 cm, je lui en parle et je lui dis à quel point notre chemin a été incroyable et à quel point c'est une force aussi parce que ce qu'on a vécu, c'est pas rien et elle n'est pas là par hasard et on va avoir une très belle vie tous ensemble. Et du coup, quand tu as appris que donc Nora était une petite fille, pareil, est-ce que tu étais contente contente d'avoir une deuxième fille? Très contente d'avoir une deuxième fille, effectivement. Alors moi, j'entends le travail que tu as fait sur le fait d'avoir une fille, parce que du coup, moi, j'ai été rassurée d'avoir un garçon. Donc je pense qu'inconsciemment, effectivement... il y avait un petit truc à régler par rapport au fait d'avoir une fille, alors que j'avais toujours rêvé d'avoir des filles quand j'étais petite. Mais là, mon cerveau, après la maladie, a switché et rêvé d'avoir des garçons. Du coup, toi aussi, Pascaline, tu en as parlé à tes enfants? Oui, alors moi, quand Achille était dans mon ventre, je lui racontais déjà que c'était grâce à une fée c'est chouette comme histoire. Qu'il était là, que je la remerciais, que pour l'instant, on n'a pas le droit, en fait. En Espagne, on ne peut pas connaître... j'espère que ça changera d'ici là, ou de toute façon, il y aura d'autres moyens s'ils veulent. Toi, tu aimerais, en fait, un jour la rencontrer? Mais pourquoi pas, ou lui faire passer un mot, ou je ne sais pas, mais en tout cas, j'aurais aimé. J'avais posé la question à la clinique si on pouvait faire passer un mot, et on ne peut pas. C'est anonyme pour l'instant en Espagne, mais bon, en France, ça vient de changer, donc peut-être que ce sera pareil. D'ici là, on verra. Enfin bref, on verra. En tout cas, il connaît son histoire depuis qu'il est dans mon ventre. Donc je continue de parler. Là, j'ai fait pareil avec César. Il y a des petits livres qui existent sur les parcours PMA et du coup, ça explique tous les parcours PMA, ceux qui sont en solo, ceux qui ont le recours aux dons, etc. Donc là, je lui ai mis au milieu de sa bibliothèque comme ça. Voilà, on le lit de temps en temps. Je ne veux pas non plus focaliser dessus. Oui, bien sûr. Quand il le prend, voilà, s'il le prend, on le lit ensemble. Et puis ensuite, par rapport au cancer, en fait, c'est tout bête, mais lui voit qu'il y a des choses différentes sur moi. Puisque ça m'a... En fait, je travaille dans l'événementiel, tu disais tout à l'heure, mais je fais aussi des prestations pour la Ligue contre le cancer en termes de prévention et de communication événementielle aussi. Et en fait, j'ai un buste avec la poitrine pour montrer l'autosurveillance. Et en fait, l'autre fois, il était chez moi, ce buste. Et en fait, Achille m'a montré les tétons et m'a demandé ce que c'était. Et oui, d'accord. Oui, parce et en fait, et il m'a dit, elles sont où les fleurs? Trop mignon. Alors, du coup, je lui ai expliqué. Mais effectivement, moi, dans ma tête, je me suis dit, ah, mais oui, mais en fait, c'est moi, sa représentation de la femme. Et effectivement, je suis quand même loin de ressembler à la plupart, peut-être, qu'il va voir plus tard. Donc, du coup, je me suis mis à lui expliquer qu'il y avait des tétons sur quasiment toutes les dames et les messieurs aussi. Je lui ai montré les siens. Je lui ai dit que maman, voilà, c'était pas commun, qu'elle ait des fleurs, c'était un tatouage qu'elle avait rajouté. Enfin voilà, qu'on naissait pas comme ça, que maman elle était pas née comme ça. Donc voilà, et du coup c'est drôle parce que je m'y attendais pas du tout. Pour lui, toutes les femmes avaient des fleurs à la place des tétons, c'est mignon. Oui, c'est trop mignon en fait. Donc effectivement, je pense qu'il y aura d'autres petites questions comme ça qui vont arriver au fur et à mesure des années, qui seront trop mignonnes à expliquer, quoi. Mais ouais, celle-là, je pense que je m'en souviendrai comme première anecdote, comme première explication. Je trouvais ça trop mignon. En tout cas, toutes les deux, vous êtes très transparentes sur votre histoire avec vos enfants. Oui, oui, complètement. Si vous aviez un petit conseil à donner peut-être à quelqu'un qui nous écoute, qui est en plein traitement ou qui vient d'apprendre qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant, ou qui va peut-être avoir un parcours PMA, ou on ne sait pas, qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour lui donner du courage, pour l'aider ? En tout cas, si viscéralement elle a envie d'être enceinte ou d'être maman, de manière générale d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres façons de l'être. Voilà, il y a d'autres façons de l'être justement. Ok, il y a le don, ok, il y a la PMA qui aide, etc. Mais il y a aussi les mères porteuses. Enfin voilà, il y a plein de choses. Il y a l'adoption. Tout à fait. Il y a plein de moyens. Si vraiment viscéralement c'est un truc qu'elles sentent qu'elles ont besoin. Enfin, je crois qu'il y a toujours un moyen en vrai. Et toi, Mélissa, un petit message, qu'est-ce que tu pourrais dire ?
avancer pas à pas, passer les étapes les unes après les autres et se faire confiance à son corps, faire confiance en la vie, parce que même si on n'est pas maman de manière biologique, voilà, il y a plein d'autres façons de devenir parent, mais vraiment avant tout, voilà, étape par étape et faire confiance, se faire confiance. Ouais, faire confiance en la vie, l'univers. Moi, je suis en procédure d'adoption et je viens d'avoir en fait mon agrément au mois de mai. Ah, génial, Voilà. bravo. Donc Parce que ça, c'est un sacré parcours aussi. Ça m'a beaucoup parlé parce que du coup, j'ai aussi fait un parcours PMA avec des échecs de grossesse extra-utérine. Bon, ça a été très compliqué. Et donc, du coup, quand j'entendais vos témoignages, il y a aussi l'adoption, effectivement. Être mère, c'est aussi être mère autrement. On a fait un petit podcast d'ailleurs à ce sujet. Et ça peut être aussi par l'adoption, par l'amour des animaux, par être tata. Enfin, il y a tellement de possibilités. Et d'aimer d'autres. Exactement. Il n'y a pas que porter un enfant. On peut avoir d'autres possibilités, dont l'adoption, effectivement. Où moi, j'ai toujours pensé que l'adoption était bloquée quand on avait eu un cancer. Alors qu'en fait, pas du tout. La preuve, j'ai eu mon agrément. Donc, voilà. Un grand merci, les filles, pour vos témoignages. On sait à quel point il est important d'entendre que c'est possible, en PMA ou naturellement. On peut avoir des enfants après être passé par la case cancer. Et pour les filles qui nous écoutent et qui ont dû faire le deuil de ce projet, on pense fort à vous. On a fait un épisode dédié à ce sujet qui s'appelle « Être mère autrement » et dans lequel on parle des autres formes de maternité. On espère qu'il vous aidera. Et pour les pinkettes qui ont eu des bébés post-cancer, n'hésitez pas à nous partager vos histoires sur nos réseaux, à Jeune et Rose, et on les partagera avec plaisir. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode des Pipelettes. Et n'oubliez pas que nous organisons régulièrement et dans toute la France des rencontres entre patientes pour échanger et s'entraider. Le programme est sur notre site internet et sur notre compte Insta. D'ici là, prenez soin de vous. Pipelettes.